Nous sommes en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans un manoir de campagne anglais à Bletchley Park, un petit groupe de mathématiciens et de cryptanalystes défie un secret militaire nazi réputé inviolable. Devant eux, la bombe. Une machine qui tourne sans relâche, chaque rotation des rotors pourrait révéler un indice, une faille dans le code d'Enigma. Enigma, on va en reparler plus tard, mais pour l'instant, il y a un homme qui mérite notre attention. Lui, c'est Alan Turing. Il est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur, c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, et c'est lui, avec son équipe, qui a réussi à percer Enigma. Il a vraiment eu un destin hors du commun, un mathématicien de génie qui voyait le monde sous un prisme différent, et dont la fin de vie fut tragique. Retrouvé mort à l'âge de 41 ans, il laisse derrière lui un mystère. Mais derrière ce drame se cache une histoire de découvertes révolutionnaires, de batailles secrètes qui ont profondément marqué le monde d'aujourd'hui. Voici l'histoire d'Alan Turing. Et pour vous raconter cette histoire, je me suis appuyé sur les travaux de Jack Copeland et de Andrew Hodges, qui sont les deux plus grands experts d'Alan Turing. Pour comprendre comment Alan Turing se retrouve à essayer de percer des secrets militaires nazis, il faut remonter à ses racines. Il est né à Londres en 1912, et à seulement 1 an, il est confié à des amis de la famille Turing parce que ses parents partent en Inde où son père est en fonction dans la Indian Civil Service. Et très tôt, il montre des signes de génie. Au primaire, sa directrice reconnaît son talent, mais sans que ça ait une influence particulière sur son parcours scolaire. Au collège, il est accepté à la Sherborne School. Et son premier jour d'école ne passe pas inaperçu. Il se trouve que son premier jour d'école, c'était pendant la grève générale de 1926 qui a paralysé tout le pays et surtout les transports du pays. Mais le jeune Turing, il était déterminé à faire sa rentrée. Du coup, la veille de sa rentrée, il va prendre son vélo, il va parcourir les 90 km qui le séparent de son école, il va même s'arrêter dormir dans une auberge pour être sûr d'arriver à l'heure le jour de sa rentrée. Et ça, à seulement 13 ans. À 16 ans, il découvre les travaux de Albert Einstein et les comprend. Et juste, les travaux d'Albert Einstein sur la relativité, ça ressemble à ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de vidéo YouTube pour essayer de comprendre les travaux. Mais lui, il les comprend, à 16 ans, tout seul. Turing a ensuite décidé d'étudier les mathématiques au King's College de l'université de Cambridge. Il excelle et il est même élu fellow de l'université de Cambridge. Alors fellow, c'est un truc des universités britanniques, on n'a pas vraiment d'équivalence chez nous, mais en gros, c'est des membres élus et ça aide pour avoir des bourses. Et lui, c'est son cas, il obtient une bourse pour faire une thèse. Et pendant sa thèse, il va écrire l'un des articles mathématiques les plus influents de l'histoire. On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Il écrit cet article suite à une question posée par le mathématicien allemand David Hilbert. Il se demandait s'il existait une méthode systématique pour décider pour n'importe quel énoncé mathématique s'il était vrai ou faux. C'est un truc qui paraît insignifiant pour la plupart d'entre nous, mais pas pour Turing. Et pour y répondre, dans son article, il va utiliser des mots comme computing machine, qui sont des mots nouveaux pour l'époque. Du coup, à travers cet article, il va poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur. Et juste aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le prix Turing. C'est le prix Nobel, mais de l'informatique. Alors, ce prix, il a été créé pour Turing, pour la personne qu'il était, mais aussi en partie pour cet article qui a été écrit en 1936. 2 ans plus tard, en 1938, il obtient sa thèse qu'il soutient à Princeton. Donc le mec invente l'ordinateur, et puis après, il obtient son diplôme. Nickel. Bon, on rigole, hein, mais je dois quand même attribuer du crédit à d'autres scientifiques qui ont contribué à l'invention de l'ordinateur, comme Charles Babbage, Ada Lovelace et Hermann Hollerith, et d'autres, mais bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on fait un focus sur Turing. En 1939, la guerre éclate. Il faut percer les communications nazies, il faut percer Enigma. Mais Enigma, c'est du costaud. Ça a l'air de rien comme ça a l'air d'une petite machine à écrire, mais à l'intérieur, c'est du génie. Bon, je vous propose de faire un petit récap de cryptage. Disons que j'ai envie d'envoyer un message à quelqu'un, mais j'ai envie que personne ne comprenne ce message, surtout s'il est intercepté par quelqu'un d'autre. Du coup, ce que je vais faire, je vais protéger ou crypter mon message. Et pour ça, j'ai plusieurs options, mais je vais utiliser une option qu'utilisaient les Romains à l'époque, c'est-à-dire que je vais décaler chaque lettre de mon mot. On va prendre un exemple avec le mot « salut ». Et dans ce mot-là, je vais décaler par la droite de 1, 2 ou 3 lettres chaque lettre du mot salut. Du coup, salut devient TBMVU. Bon, c'est assez simple et c'est pas très compliqué à deviner, mais à l'époque ça marchait parce qu'une bonne partie des Gaulois ne savaient pas lire. Mais les nazis se disent il faut quand même trouver un truc un peu plus sophistiqué et du coup ils choisissent Enigma. Enigma, c'est une machine qui existait déjà avant la guerre, pour les premières versions déjà une vingtaine d'années avant la guerre.
Très simplement, voilà comment ça marche. Cette machine, c'est vraiment un circuit électrique avec des ampoules. À l'intérieur de la machine, il y a des rotors qui fonctionnent un peu comme un compteur kilométrique. Quand un rotor fait un tour complet, il va faire tourner l'autre, et quand ce rotor fait un tour complet, il va encore faire tourner l'autre. Et en gros, quand on tape une lettre sur le clavier, le courant électrique va rentrer dans le premier rotor, et ce rotor va changer cette lettre en une autre lettre. Puis le courant va aller dans le deuxième rotor, où la lettre obtenue va être changée en une autre lettre, et le courant va rentrer dans le troisième rotor, et rebelote, la lettre va encore être changée. Puis le courant va rentrer dans un réflecteur, le courant repart dans l'autre sens, et à nouveau 3 permutations de lettres. Puis après, le courant va passer dans quelques câblages, et la lettre finale va s'afficher sur le clavier. Et rappelez-vous, les rotors tournent, du coup les lettres générées changent. Ça veut dire qu'on peut taper le mot salut 10 fois, on aura 10 résultats différents. Du coup, quand on calcule et on prend en compte aussi les différents câblages, ça fait 159 quintillions de combinaisons possibles. En gros, il y a plus de combinaisons possibles avec Enigma qu'il y a de grains de sable sur Terre. Si on veut décrypter les messages d'Enigma sans connaître les paramètres initiaux, donc la position des câblages et des rotors, il faut tester chaque possibilité une par une. Et juste, histoire de faciliter la tâche, les nazis changeaient les paramètres d'Enigma tous les jours. Donc déjà que c'est dur de décrypter un message, il faut y arriver tous les jours, encore et encore. Et c'est pour ça que pendant toute la durée de la guerre, le commandement allemand pensait vraiment que Enigma était inviolable et avait une confiance totale dans cette machine. Mais ça s'est pas passé comme ça. Alors comment a fait Turing et son équipe pour percer Enigma ? Bon, en fait, il faut savoir un truc sur Enigma, c'est qu'une lettre ne pouvait pas donner la même lettre. C'est-à-dire qu'un A pouvait donner toutes les lettres, sauf un A. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça réduit vachement le champ des recherches. Du coup, pas besoin de tester chaque position des rotors, et on pouvait déjà éliminer plein de cas impossibles. Et puis, dans les messages qu'envoyaient les nazis, il y avait des mots qui se répétaient. Par exemple, pour le bulletin météo, il commençait toujours par Wetterbericht et il se terminait par Heil Hitler. Du coup, Turing et son équipe utilisent ces 2 portes d'entrée pour faire une série d'hypothèses et trouver des solutions. Et c'est là que vient la bombe. Alors la bombe, c'est pas lui qui l'a inventée, c'est les Polonais, mais Turing s'inspire des avancées polonaises pour élaborer une machine bien plus performante. Et en gros, la bombe, c'est une machine électromécanique qui teste rapidement les positions des rotors. Et je vous propose de faire juste ça comme explication parce que sinon la vidéo durera 2 heures. La machine tourne jour et nuit et petit à petit, les équipes arrivent à trouver les clés quotidiennes d'Enigma. Et selon Jack Copeland, à la fin de 1943, les Anglais arrivaient à décrypter 84 000 messages par mois. Ça fait 2 messages par minute. By the end of 1943, they were decrypting about 84,000 Enigma messages each month. So that's almost 2 messages every minute, night and day, 24/7. Et ces messages étaient transmis dans le plus grand secret à l'état-major britannique. Bletchley Park était devenu une véritable usine et d'après les historiens, ça a permis de raccourcir la guerre de 2 ans. Après la guerre, Turing est tenu du Secret Act, il n'a pas le droit de parler de ses recherches, d'évoquer ses travaux, ni même de s'attribuer le moindre mérite. Bref, personne ne doit savoir. Pour le monde extérieur, Turing n'est qu'un chercheur de plus, un scientifique discret. En 1945, il rejoint le National Physics Laboratory, où il va travailler sur ce qui est sans doute le tout premier ordinateur, le Automatic Computing Engine. Il rencontre des obstacles et la réalisation finale tarde à venir. Du coup, en 1948, il part à l'université de Manchester, où il contribue au développement du Manchester Mark I, sans doute l'un des premiers ordinateurs électroniques fonctionnels. Et c'est pendant cette période post-guerre que Turing va passer du statut de logicien théorique à celui d'ingénieur de l'ordinateur. Et en 1950, il publie un papier majeur, Computing Machinery and Intelligence. Avec ce papier, il va pousser la porte de l'intelligence artificielle, il va proposer le test de Turing pour savoir si une machine pense. En gros, ce test, c'est plus une expérience de pensée qu'un test réel. Il propose qu'une personne échangerait avec 2 interlocuteurs, un ordinateur et un humain, et en gros, si la personne n'est pas capable de dire qui est l'ordinateur et qui est l'humain, ça veut dire que la machine pense. Et il paraît même que d'ici une 50aine d'années, il n'y aura plus moyen de distinguer les réponses d'un humain ou d'un ordinateur, et ce, sur n'importe quel sujet. En 1952, la vie de Turing va basculer. Il est arrêté et condamné pour son homosexualité, parce qu'à l'époque, au Royaume-Uni, c'était un délit. L'État qu'il a vu briller pendant la guerre pour sauver des vies l'accuse désormais de, je cite, indécence grossière. Turing est condamné et on lui propose 2 options,
la prison ou la castration chimique. Lui choisit la deuxième option car il voulait continuer ses travaux. Mais ce traitement hormonal l'affecte physiquement et mentalement. Il a des effets secondaires comme sa poitrine qui se développe ou alors le fait d'être devenu impuissant. Le 8 juin 1954, Turing est retrouvé mort par sa gouvernante avec une pomme croquée sur sa table de nuit. L'autopsie conclut à un suicide par empoisonnement au cyanure. Alors il y a plusieurs versions sur sa mort, mais je parlais que des deux versions qui sont avancées par les deux grands spécialistes d'Alan Turing. Andrew Hodges est d'accord avec la version officielle et il dit que Turing aurait justement choisi une pomme comme moyen d'ingestion. Alors que pour Jack Copeland, il pense que sa mort elle est plutôt accidentelle parce que cette castration chimique elle s'était quand même terminée 1 an avant sa mort et il avait même noté des projets par écrit et il avait l'habitude de faire des expériences chimiques et il lui arrivait d'être imprudent. Et de cette façon, il aurait ingéré ou inhalé une dose mortelle de cyanure. Il n'y a pas de certitude, en plus ce qui n'aide pas c'est que la pomme n'a jamais été analysée. Quoi qu'il en soit, il faut attendre des décennies avant que l'œuvre de Turing ne soit totalement révélée. Ses travaux de guerre, longtemps classés secrets, ne seront déclassifiés que dans les années 70. En 2009, le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, présente ses regrets au nom du gouvernement britannique. En 2013, la reine Elisabeth II lui accorde le pardon royal pour reconnaître enfin l'injustice dont il a été victime. En 2014, un film sort sur son histoire, Imitation Game, que je vous conseille d'aller voir au passage. Et en 2017, une loi communément appelée la loi Alan Turing pardonne les dizaines de milliers de personnes qui ont été condamnées pour homosexualité. Aujourd'hui, Alan Turing est célébré comme le père de l'informatique et l'un des précurseurs de l'intelligence artificielle. Mais plus que ses découvertes, son histoire rappelle qu'un génie peut être brisé par la société et que le progrès technologique n'avance qu'à la lumière d'une tolérance et d'une ouverture d'esprit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes là, j'imagine que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les formats sur la science en reportage, en enquête ou sous forme d'histoire. Et je vous dis à bientôt dans Libre comme l'air.